Un point maintenant sur le parcours client. Donc on a vu que finalement à la NRF cette année, beaucoup s'intéressaient au parcours physique, au parcours digital. Finalement la question est: est-ce qu'il faut digitaliser son activité? Est-ce qu'il faut être sur un parcours physique? Est-ce qu'il faut être sur un parcours digital? Les deux, mon capitaine. En effet, là on voit que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas doit-on se digitaliser, mais comment doit-on se digitaliser? Donc, un enseignement intéressant, c'est les résultats d'une enquête qui nous a été présentée et qui a été menée auprès des adhérents de la NRF. Donc, c'est 120 retailers, les 120 principaux, on va dire, retailers aux États-Unis, représentant 20 univers, donc toutes catégories concernées. Lorsqu'on interroge ces grands dirigeants d'entreprise et qu'on leur demande quels vont être les leviers pour à la fois coller à la concurrence et être capable de se différencier, on voit des choses vraiment intéressantes. La première réponse, c'est finalement 86% d'entre eux répondent, c'est permettre d'avoir un parcours client sans couture. Être capable de, s'il commence une action, une interaction avec moi sur un device, sur un outil, sur Internet, sur son desktop, sa tablette ou son mobile, je dois être capable de, derrière, lui proposer de le retrouver sur un autre device dans le cadre de ce même parcours client. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la livraison. La livraison reste un outil majeur. Aujourd'hui, 67% de ces grands dirigeants disent que finalement, offrir la livraison gratuite, c'est vraiment ce qui va me permettre de coller à la concurrence ou de me différencier. Offrir le free return est également ce qui va permettre d'augmenter ma part de marché. Ouais. Le mobile, alors le mobile est plus une option, hein, c'est ce qu'on dit, c'est une obligation aujourd'hui. Il n'y a pas une conférence réalisée par les retailers qui étaient dans cette édition, qui ne parlaient pas de leur stratégie sur le mobile ou qui ne mettaient pas leur stratégie mobile et les résultats de cette stratégie sur le devant de la scène. Aujourd'hui, 98% des distributeurs disent avoir un site optimisé mobile, c'est-à-dire que quel que soit l'outil sur lequel j'accède à leur site internet, que ce soit internet, une tablette ou un mobile, et quelle que soit la nature de ce mobile, il est optimisé, c'est-à-dire la lecture est optimale. Pour info, en France, on est plutôt à 70% dans les chiffres qui nous sont donnés. Pareil, lorsque je communique auprès de mes clients par le biais des emails, 76% d'entre eux disent qu'ils envoient des emails dont la taille se met, la lecture est optimisée via leur mobile. Chez nous, on est plutôt aux alentours de 25%. C'est super important parce qu'aujourd'hui, et de plus en plus, lorsque vous recevez des emails de vos marques préférées, soit vous êtes capable de les lire sur votre mobile. Aujourd'hui, pour info, hein, dans un centre commercial, 50% du trafic sur Internet se fait par le mobile. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un email à nos clients, ou lorsqu'un client va sur le site internet de Quartz, de Cap 3000 ou autre, 50% de nos clients les consultent sur leur mobile. Donc si jamais la lecture sur mobile n'est pas adaptée, si jamais l'email n'est pas optimisé, ça veut dire que l'information que je souhaite lui faire passer ne passera pas. Et ça se traduit dans les chiffres. Ça se traduit dans les chiffres parce qu'une autre étude très intéressante qui nous a été présentée montre que finalement, entre un parcours client qui est uniquement un parcours physique et un parcours client qui va passer également par l'outil ordinateur plus mobile, la différence, ça va représenter 40% de taux de transformation supplémentaire. Un taux de transformation naturel d'une enseigne de distribution qui ne passe pas par le digital, c'est 60% en moyenne. Et à partir du moment où le client peut avoir accès à Internet sur le desktop ou sur le mobile, ça passait à 86%, soit 40% supplémentaire.
Et je vais finir les chiffres avec ces deux enseignements supplémentaires qui disent la même chose, hein, en fait, mais par des études complémentaires, ce qui montre que finalement, aujourd'hui, on n'est plus à remettre en cause certains chiffres. La conversion, c'est 40%, la transformation, c'est 40% supplémentaire à partir du moment où mon parcours client passe par le digital, et le panier moyen est en moyenne également de 25% supérieur. Voilà, donc après ces quelques chiffres, du coup, je vais laisser Florian vous présenter quelques concepts intéressants qui mêlent à la fois le physique et le digital, que l'on a pu voir sur New York et qui nous ont semblé être riches d'enseignements. Alors le premier, c'était dans le magasin Ray-Ban, à Soho. Alors il y avait deux outils digitaux qui étaient intéressants. Le premier, c'est quelque chose d'assez classique, en fait, c'est un miroir digital. Vous prenez en photo avec des lunettes. Il faut savoir que le magasin de New York, c'est le seul en fait qui a toutes les références de lunettes de Ray-Ban dans le monde. Donc vous pouvez les essayer et vous pouvez envoyer un mail ou imprimer et partager votre photo avec vos amis. Donc ça, c'est cet outil-là. Le deuxième, c'est un outil de réalité augmentée. En fait, vous voyez Florent qui a les lunettes. Donc celle qu'il a sur la tête, c'est celle qu'il avait essayé avant sur ce miroir. Et celle qu'on voit sur lui, en fait, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des lunettes qui sont simulées par ordinateur sur une image réelle. Vous pouvez concevoir vos lunettes comme vous voulez, donc il y a toujours, évidemment, il y a toutes les références, mais il n'y a pas forcément toutes les couleurs et toutes les matières qui sont en stock dans le magasin. Donc vous pouvez construire votre lunette et ensuite l'essayer. Donc là, pour le coup, c'était intéressant dans un magasin, mais on peut imaginer que si on met ça sur un magasin en ligne de Ray-Ban, ça pourrait être encore plus intéressant. Le robot Pepper. Donc vous avez technologie, je connais pas. À la télé un robot qui s'appelle Nao, qui a été inventé par Bruno Maisonnier, qui est un inventeur français. C'est un robot qui est un petit peu particulier, donc comme tous les robots, un robot c'est un peu comme un téléphone, en fait ça se programme et ça communique avec l'extérieur par des capteurs. Donc Nao a par exemple des capteurs dans les mains, donc il peut sentir le toucher, il en a dans les pieds, donc il peut voir si les gens s'approchent et s'il va les toucher. Il a aussi un scanner dans les yeux qui est censé en théorie lire les émotions, donc il peut voir genre si vous souriez, si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content. Il peut parler évidemment, donc il peut entendre, il peut comprendre ce que vous dites. Ça, c'est sur le papier. En vérité, quand vous testez le robot, il a encore de nombreuses failles. Il n'est pas du tout au point et le dialogue est très limité. Pour le coup, ça risque d'être quand même le futur. Je ne sais pas si vous êtes sûrement au courant qu'il y a des voitures autoconductrices qui sont en train de circuler en ce moment dans la Silicon Valley. C'est de l'intelligence artificielle et ça veut dire qu'en fait, c'est en train de se mettre au point. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot-là, il a la capacité à créer de la connivence avec les clients et à générer de l'attractivité naturelle, parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas du tout comme ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on parle de robots. On voit quelque chose qui est une espèce de forme de complicité. Alors en effet, il n'est pas totalement au point dans le sens où les interactions qu'on peut avoir avec lui sont quand même, dans un premier temps, assez limitées. On avait l'exemple de ce qui se passait à Nespresso, c'est au Japon, je crois, où ce robot est là pour guider en disant sur le rayon cafetière, est-ce que vous cherchez une cafetière de tel type ou tel autre, et du coup, il dirige les clients vers le rayon le plus approprié. Mais il y a cette espèce d'attractivité naturelle, de nouveauté, qui fait que ça crée, finalement, ça crée de la relation avec un client. Alors qu'on pourrait penser, est-ce que ça va déshumaniser ma relation? Est-ce que ça va remplacer mes hôtesses ou mes vendeurs? Non. Ça crée finalement un lien qui n'aurait peut-être pas eu lieu si jamais il n'avait pas été là, parce que les personnes se seraient guidées en libre service de manière totalement autonome. D'ailleurs, le concepteur l'appelle ça non pas un robot, mais un humanoïde. Je pense que la différence est assez importante. Ensuite, Nike. Nike est la marque qui maîtrise le mieux le mélange entre physique et digital. Pour résumer ça en quelques mots, de quelque endroit vous rentriez dans l'écosystème de Nike, vous allez pouvoir acheter très facilement. Si vous aimez un athlète, vous allez savoir quelle chaussure il porte. Si vous êtes sur internet et que vous voulez acheter, c'est très simple. Les contenus sont de grande qualité. Ça a été des grands pionniers sur la personnalisation des chaussures par exemple, des maillots, enfin de tout ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter plus, si leur chiffre d'affaires a beaucoup augmenté grâce à ça. Exactement, ils ont
ils investissent énormément sur la qualité des contenus qu'ils diffusent sur Internet et sur le mobile. Ça a été une des premières marques à mettre autant d'argent dans la production de contenu aussi qualitatif, en HD, avec de la production vidéo vraiment bien faite, alors qu'il y a quelques années, on était tous à poster des choses qu'on avait récupérées à droite à gauche en se disant ça servira sur Internet. Eux, ils ont produit du contenu spécifique ad hoc et force est de constater que ça marche puisque 56% de leur chiffre d'affaires est en 2015, sur une année pleine, réalisé par le biais du digital via ces nombreux outils d'aide à la commercialisation et d'aide à la vente. Le concept store Rebecca Minkoff, qu'on a visité avec Florent, c'est un cas d'école qui est très intéressant parce que c'est un parcours digital, physique et digital qu'on peut considérer comme le plus complet qu'on ait vu là-bas, je pense. Donc je vais essayer de vous raconter ça. Donc, on arrive dans le magasin et vous tombez sur l'écran qui est sur la gauche, en haut à gauche. Sur cet écran, en fait, vous êtes attiré, votre œil est attiré par des vidéos qui diffusent de défilés, par exemple. Vous ouvrez en fait un catalogue de vêtements et d'accessoires. De produits. De produits. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Vous allez donner votre numéro de téléphone. Grâce à votre numéro de téléphone, vous allez recevoir une notification pour un rafraîchissement parce que vous pouvez choisir de recevoir un café ou du thé ou ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, il y a une vendeuse qui vous prépare votre cabine avec tous les vêtements que vous laissez dans la bonne taille. Quand vous rentrez dans la cabine, les vêtements sont détectés automatiquement. Donc on sait ce qu'il y a dans la cabine, ça apparaît sur un deuxième miroir qui est celui que vous voyez en bas. Dans la cabine, vous pouvez changer la lumière, donc vous avez les lumières du soir, lumière du midi, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est bien marketé. Et ensuite, vous pouvez payer soit par PayPal, soit par liquide, soit par cash. Et si jamais il manque une référence que vous avez essayée, par exemple, qui n'est pas dans la bonne taille, vous allez recevoir plus tard un email ou un texto qui va vous dire attention, ça rentre en stock, etc. etc. Voilà. Exactement. Donc là, on est vraiment dans la combinaison entre l'avantage du digital au service d'une expérience physique. C'est-à-dire que j'ai ici tous les produits de la marque que je ne suis pas obligé d'exposer dans l'ensemble de mon magasin. Dans mon magasin, je vais pouvoir ne mettre que les produits d'achat d'impulsion, les promotions que je veux mettre en avant, etc. Là, j'ai accès à tout le catalogue que je vais pouvoir avoir stocké dans mon arrière-boutique ou autre. Je fais mon choix et j'ai une relation client qui est finalement vachement intéressante parce qu'elle est à la fois portée par un vendeur. J'ai un vendeur qui là m'est dédié. J'ai Madame Intel qui va m'accompagner tout au long de la vente. Par contre, la technologie fait en sorte que je reçois sur mon mobile le numéro de la cabine qui m'est alloué. J'arrive pile poil au moment où l'ensemble de mes vêtements attendent l'essayage. Et ensuite, je vais également pouvoir, via l'interaction que je vais avoir avec cet outil-là, pouvoir demander à la vendeuse de venir soit changer une référence, une taille ou un coloris, ou alors si j'ai pas envie d'être embêté, de pouvoir faire ça de manière totalement autonome. En bref, on respecte totalement le choix du client sur cette partie-là. Dernier exemple, Normal. Normal est une marque de casque audio. Ils ont une spécificité, c'est qu'en fait ils font des prothèses d'oreilles qui sont personnalisées. Donc vous prenez votre téléphone, vous téléchargez une application, vous prenez en photo votre oreille sous plusieurs angles, ça la scanne, c'est une technique qui s'appelle la photogrammétrie en 3D. Et ensuite vous allez dans les magasins et vous scannez votre petite prothèse auditive qui a été donc personnalisée et vous l'imprimez en 3D et vous la mettez sur votre écouteur et votre écouteur vous mettez dans votre oreille et voilà.